Bonjour, c'est l'heure de l'apéro, le moment de débattre sans tabou des sujets du moment. Alors on refait le monde agricole avec nos experts. Les sujets du jour, MHE, FCO, faut-il tout déréglementer? Egalim, mythe ou réalité? Et enfin, faut-il réellement manger moins de viande? Pour en débattre aujourd'hui, j'accueille Jean-Baptiste Moreau, porte-parole d'agriculture et stratégie, ex-agriculteur et ex-député de la Creuse. Bonjour. Bonjour. À ta gauche, Bruno Dufayet, éleveur de Salers dans le Cantal. Bonjour. Bonjour. Michel Biraud, vice-président de Lidl France. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Pascal Coste, éleveur et président du conseil départemental de la Corrèze. Bonjour. Bonjour. Alors bien sûr, c'est l'heure de l'apéro. Et alors vous l'attendiez, hein, vous étiez impatient avant de commencer l'émission. Quand est-ce qu'on boit? Quand est-ce qu'on a à boire? Quand est-ce qu'on a notre bière? Je la donne, voilà, elle arrive. C'est la bière, c'est la festive. C'est la bière du sommet. Je vous laisse passer les verres. Hop. Voilà. Merci. Et il faut trinquer, on va pouvoir trinquer et débattre en toute convivialité. Alors, le premier sujet, c'est parti. MHE, FCO, faut-il tout déréglementer? Le ministère de l'Agriculture, sur son comptage du 26 septembre, recensait 1484 foyers de MHE. 5 départements supplémentaires sont touchés, étendant la zone régulée à la Bourgogne. Du côté de la FCO, 3743 cas, 26 départements touchés. Voilà, alors la première question, Jean-Baptiste, le premier ressenti, la France, est-ce qu'elle a bien géré la situation ? Elle a géré un peu comme elle a pu. C'est sûr que les incertitudes politiques n'ont certainement pas aidé à la gestion de crise, évidemment. La disponibilité des vaccins, elle n'est pas suffisante, et loin de là. Et la prise en charge non plus. On voit bien notamment sur la FCO 8 que le vaccin n'est pas du tout disponible et pas du tout dans les temps. Et c'est elle qui fait le plus de mal aujourd'hui. La MHE, ça fait longtemps qu'on en parle et ça fait longtemps que ça dure. Et ça fait longtemps qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Donc évidemment qu'il y a eu forcément des problématiques dans la gestion pour que des pandémies durent aussi longtemps comme la MHE. Sur la FCO, c'est un peu différent puisqu'on a deux sérotypes, le 3 et le 8. Sur le 3, a priori, il y a un vaccin et il est à peu près dispo. Par contre, sur le 8, il y a effectivement un gros souci de disponibilité de vaccin. Ouais. Pascal Coste, on aurait pu faire mieux ou pas ? On peut toujours faire mieux. La situation, on peut toujours refaire le monde et refaire le passé. La vraie question, c'est que on ne tire jamais les enseignements de ce qui s'est passé les fois d'avant. Et la question du vaccin, la FCO, c'est pas que la première fois. Ça fait des années qu'on trimballe la FCO. Donc on pensait l'avoir éradiquée. Pareil pour les canards. Enfin, bon voilà. Et donc je pense qu'il faut avoir un enseignement, c'est qu'on retienne les leçons du passé et qu'on se prépare peut-être même à d'autres sérotypes qui devraient pas tarder à arriver et faire en sorte qu'on ne bloque pas tous les élevages parce que sous couvert de la progression de la maladie, parce qu'elle passera partout de toute façon. Bruno ? Comme le dit Pascal, en fait, on devrait tirer les enseignements de crises précédentes et je trouve qu'on ne le fait pas assez. On voit qu'on remet en place des processus d'avancée sur le territoire et chaque semaine on avance de quelques kilomètres. Le vecteur, c'est le moustique, c'est le moucheron même. Donc le moucheron, on ne sait pas l'arrêter. Et ça, on n'a jamais tiré de conclusion de cet aspect-là. Il y a la gestion de la maladie, comment on traite la maladie, et puis il y a l'impact de la maladie, ce que ça peut désorganiser sur les marchés, dans les exploitations, où là, on a toujours prôné, moi j'étais à l'époque, j'étais président de la FNB, on prenait le fait qu'un sérotype arrive en France, on classe la France entière déjà dans une seule zone. Et justement, on arrête de perturber tous les flux, les passages d'animaux d'une zone à l'autre, les organisations comme le sommet de l'élevage, le commerce entre éleveurs, entre zones. Et ça, on n'a pas tiré de conclusion du passé sur ces sujets-là. Mais pourtant, c'est nécessaire. Ce qui n'empêche pas d'avoir ensuite une politique sanitaire. Voilà, comme le dit Pascal, le sérotype 3 l'an dernier, on nous l'annonçait déjà en France. Mais on peut normalement anticiper suffisamment de vaccins. Déjà, la mise en production de vaccins sur ce sérotype-là et la mise à disposition de vaccins parce qu'on se doutait que de toute façon le sérotype 3 allait arriver en France. Est-ce qu'il y a des pays qui ont fait mieux que nous ?
Alors, des pays qui ont fait mieux que nous, j'en sais rien. Enfin, tout le monde n'applique pas justement cette règle de zonage déjà. Et les pays, ça bascule. La Belgique, l'année dernière, ils avaient basculé le pays, justement. Le sérotype 3 était en Belgique. Et on avait mis une seule zone, c'était la Belgique, sur le sérotype 3. Donc, le sujet de la vaccination et le sujet de la production de vaccins, c'est vraiment un sujet d'État avec les labos. Les Belges avaient le vaccin l'an dernier. Nous, donc ils avaient déjà de la vaccination l'an dernier. Et nous, cette année, on est aujourd'hui au mois d'octobre. Les vaccins de sérotype 3, sur notre zone du Massif central, commencent juste à arriver. Donc voilà, je pense qu'on peut anticiper des choses et qu'on peut être un peu plus performant. Alors même si la maladie n'a pas d'impact pour l'humain, comment c'est perçu au niveau des distributeurs? Il n'y a pas de souci, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une maladie qui arrive, il peut y avoir des problèmes de communication vis-à-vis du consommateur. C'est quoi votre ressenti? C'est quoi ton ressenti, Michel? Alors, je pense que le consommateur, il est loin de ces problématiques du monde agricole, que le monde agricole y vit. Après, nous, bien sûr qu'il y a un impact, parce que quand vous tuez ou quand vous abattez des millions de volailles, forcément, le prix d'achat, il explose, et donc le prix de vente explose pour le consommateur. Donc, et même quitte jusqu'à aller à ne plus avoir le produit, quoi. On avait l'an dernier, sur les fêtes, alors que le magret de canard se vend très très fort, on n'avait plus de magret, quoi. Donc c'est le seul impact, c'est un impact énorme pour nous distributeurs, mais le consommateur final, je suis pas sûr qu'il soit au fait de tout ça, quoi. Jean-Baptiste? Non, mais par rapport à ce que disaient Bruno et Pascal, ils ont raison. J'ai fait une réunion, il se trouve, l'hiver dernier, sur justement ces gestions de crise et sur comment on fait pour mettre en place un vrai processus de gestion de crise, puisque ces pandémies, elles sont amenées à se multiplier au niveau des animaux. De toute façon, dans les années qui viennent, ça va continuer. Ça sera peut-être d'autres types. Ça sera peut-être plus le sérotype 3, ça sera peut-être un autre, mais ce sera peut-être aussi une autre maladie complètement différente. Et ce qu'on a pu constater pendant cette réunion, c'est qu'en fait, au niveau de la DGL, il n'y a pas de procédure, on va dire, généralisée, et surtout, il n'y a pas de communication suffisamment entre les différents pays européens, entre l'Espagne, entre la Belgique, Bruno l'a dit. Il n'y a pas de communication suffisante pour justement permettre de se préparer à l'avance, parce que c'est ça l'enjeu, c'est d'anticiper. De toute façon, elles arriveront, ces maladies-là. Mais il faut qu'on arrive à avoir une procédure qui permet de se mettre en place rapidement sur tout le pays, et surtout qu'il y ait des communications pour alerter, de la vigilance, pour alerter entre pays européens sur l'arrivée de ces pandémies qui arrivent soit par le sud, soit par le nord, mais on a toujours un moyen de le prévoir un peu à l'avance. Et ça, aujourd'hui, on a de la technocratie qui n'a pas l'habitude de gérer ça, et surtout qui gère au jour le jour, qui fait un peu le pompier, mais qui gère toujours en retard, forcément, puisqu'il n'y a pas d'anticipation des phénomènes. Et quand une pandémie, elle arrive, enfin, je veux dire, le moucheron, il n'attend pas l'autorisation des autorités pour passer la frontière. Bruno? On pourrait faire un parallèle avec ce qu'on a connu sur le Covid. Le Covid, on a connu un confinement général. Alors aujourd'hui, on a encore des épisodes de Covid en France. Et puis souvent, sur un secteur, vous avez l'arrivée d'une poussée de Covid. On ne referme pas les territoires. On a su s'adapter. On a su, on sait que la maladie, elle évolue, elle est là. On gère la maladie. Par contre, on ne perturbe pas tout ce qui est autour. Et en bovin, en fait, on n'a pas encore pris ces logiques-là. On n'a pas intégré, justement, dans la gestion des maladies type FCO, de toutes ces maladies vectorielles, ce que disait Jean-Baptiste, c'est tout à fait vrai. On sait que de toute façon, moi je me rappelle en 2008, première arrivée de la FCO, on nous disait de toute façon, vous allez être obligé de vivre avec ce type de maladie. Bah oui, c'est vrai. La preuve, on voit, après le 8, il y a eu le 4, là aujourd'hui on a le 3, et puis les crises se répètent. Par contre, on ne sait toujours pas vivre avec ce type de maladie, non. On nous avait dit qu'on allait être obligé, mais on n'a rien mis en place pour pouvoir le vivre de façon déjà un peu plus sereine. Voilà. On gère la partie sanitaire, on gère la santé de nos troupeaux, ça c'est un sujet. Mais par contre, toute la partie justement interdiction, blocage que ça peut générer, on n'a pas anticipé les choses et on n'a toujours pas d'analyse de fond sur ces sujets-là. Et en plus, cette analyse, il faut qu'on arrive à la porter d'abord en France pour être convaincant ensuite à l'échelle européenne. Et donc on déréglemente au final ? Pour moi, oui, on déréglemente, oui, parce que c'est aussi cette réglementation qui fait que ça perturbe notamment les échanges. Donc, quand on parle de déréglementation, c'est-à-dire que la FCO est présente en Europe. Il y a des cas de FCO en France. Il y a tel sérotype en France. Il y a tel sérotype, par exemple, en Italie. On arrête de se mettre des barrières sanitaires qui viennent créer des entraves au commerce, des entraves aux échanges. Par contre, on a une vraie gestion, je le redis, une vraie gestion sanitaire de la maladie à l'échelle européenne, avec une vraie cohésion entre tous les pays. Donc plus de vaccination pour déréglementer et puis une règle commune au niveau de l'Europe. Oui, là, l'Europe pourrait avoir tout son sens. Les questions sanitaires va être de plus en plus
plus prégnante, quels que soient les types de production. Et donc, on parle beaucoup des phytosanitaires, mais la question sanitaire de manière générale, les insectes, le changement climatique qui fait qu'on aura effectivement de plus en plus de crise-là. Donc, il y a 3 sujets. Il y a 1, l'anticipation. 2, la question de la déréglementation ou d'une réglementation uniforme pour remettre tout le monde. Ça n'empêche pas d'avoir des règles sanitaires très très strictes, hein, même si on est déréglementé. Et le 3e sujet, celui-là on n'en parle pas beaucoup, mais c'est la question des moyens. Et donc on ne veut pas mettre les moyens sur ce type de problématiques sanitaires parce que c'est quelque chose pas complètement de nouveau, mais qu'on prend un peu à la légère. Et donc ça veut dire que produire des vaccins en anticipation, de manière en quantité, ça veut dire les commander, ça veut dire avoir de la recherche aussi spécifique sur le sujet. Donc aujourd'hui, on préfère mettre les moyens du ministère de l'Agriculture, notamment pour embêter les agriculteurs, faire de la surtransposition, rajouter des normes, venir leur chercher les poux sur la tête sur le soin aux plantes. Par contre, sur les crises sanitaires, eh bien, on ne met pas les moyens. Donc c'est une question de priorité. Et je pense que demain, à Annie Genevard, il faudra lui rappeler qu'il y a des priorités à avoir entre sauver le cheptel et les agriculteurs qui vont avec, ou faire plaisir à quelques écolos consommateurs. Non, puis il faut être clair, il y a un petit jeu aussi commercial de la part de certains pays qui voient une opportunité aussi de faire baisser les cours à certains moments. Quand ils mettent des barrières sur la vaccination, sur un certain nombre de choses, il ne faut pas penser que c'est que pour des raisons sanitaires. Il y a aussi un petit jeu commercial d'essayer de faire chuter les prix à l'achat aussi. Ça a existé, ça existe, ça existera toujours, mais c'est justement le rôle de l'Union européenne d'essayer de mettre un stop à ces petits jeux-là en, comme le disait Bruno, supprimant ce zonage, puisque de toute façon, la FCO, il y en a partout. Il y a certains pays qui le recherchent, d'autres qui le recherchent pas. Quand on ne recherche pas, on ne trouve pas, ça c'est certain. Ouais. Donc ce petit fouillis, il y a des pays qui sont gagnants de maintenir une espèce de flou. Des pays entiers, je sais pas, disons qu'il y en a qui jouent avec ça pour essayer de tirer les prix vers le bas, oui, bien sûr. Alors, du coup, maintenant, tu as peut-être le 06 de la ministre de l'Agriculture. Tu mettrais quoi comme message là, vu elle vient d'arriver? Pascal l'a plus que moi, je pense. Non, on a tous les 06, c'est pas tant. La question c'est une de priorité politique et de choix et d'orientation. Et je pense qu'on doit de plus en plus investir dans la question du sanitaire, dans le One Health aussi, la santé pour tous, parce qu'il y a un certain nombre de sujets aussi par rapport aux consommateurs. Et ça, c'est pas la priorité du moment. Et voilà, je pense que c'est un message qu'il faudra savoir lui faire passer, quoi. Parce que le coût de l'indemnisation, les pertes sur les cheptels sont immensément plus importantes que les moyens qu'on pourrait mettre en anticipation. Une dernière réaction, Bruno, après on passe mais moi, ce qu'on peut dire à Mme Genevard, c'est déjà, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'elle pèse dans les décisions européennes justement pour déréglementer cette maladie, parce qu'on voit qu'effectivement, comme ça a été dit, c'est plus souvent un argument économique et un argument de marché, la barrière, qu'une vraie barrière sanitaire. Donc là, on peut lui demander de faire ce travail-là. Et concernant l'anticipation de l'arrivée de nouveaux sérotypes, c'est justement la DGL, les services vétérinaires sont sous son autorité. Donc on peut lui demander effectivement de mettre une vraie procédure d'anticipation des choses. Ça c'est voilà. On parle de vaccination, mais là aussi, moi je suis éleveur. Je me pose encore aujourd'hui la question de savoir s'il faut vacciner, s'il vaut mieux aller chercher l'immunité après un premier passage. Et ça, pour le coup, c'est au service vétérinaire de me le dire. Hein. On nous parle assez de la science vétérinaire, justement. Il faut qu'on vienne aussi nous amener les cartouches pour prendre les bonnes décisions à l'échelle de nos exploitations. Merci Bruno. Il y a un autre sujet qu'on va pouvoir aborder, on va pouvoir enchaîner avec notre deuxième débat, et c'est un sujet qu'il faudra aussi aborder sans doute avec la ministre de l'Agriculture. Egalim, mythe ou réalité? Notre deuxième débat. Alors sur ce sujet d'Egalim, on en parle depuis des années. Il y a eu Egalim, Egalim 2, Egalim 3, peut-être Egalim 4 qui va arriver, je ne sais pas trop où on en est. J'aimerais que chacun me donne, selon lui, une réussite, un échec d'Egalim.
Jean-Baptiste, tu commences? Alors je suis pas sans doute le plus objectif sur la question puisque j'étais rapporteur de la loi Egalim à l'Assemblée nationale, la première mouture. On va dire la réussite, c'est qu'on a enfin réussi à parler de coûts de production des agriculteurs au sein des filières agricoles et agroalimentaires. Ce qu'on ne faisait pas, c'était un impensé total on donnait à l'agriculteur ce qui restait quand tous les autres avaient pris leur marge. Donc on a réussi à mettre en place cette logique de coûts de production. On a enclenché la marche avant avec la prise en compte de ces coûts de production. Donc ça, c'est plutôt une réussite. L'échec, c'est le fait que ça ne se répercute pas suffisamment sur le prix de vente et sur la valorisation aux consommateurs. On a aussi valorisé les contrats tripartites qui font plaisir à Michel, mais j'ai entendu que même le Premier ministre, dans son discours de politique générale, en parlait, et de remettre en avant ces contrats qui permet une transparence totale des marges entre les différents acteurs et justement une prise en compte des coûts de production. Donc ça, c'est plutôt une des réussites d'Egalim. Pascal ? Je pense que peut-être la plus grande, peut-être pas réussite, c'est ce que vient de dire Jean-Baptiste à l'instant, c'est-à-dire qu'on a remis la question des coûts de production pour l'ensemble des maillons de la chaîne et sur celui des agriculteurs sur le devant de la scène. L'autre peut-être sujet, mais peut-être que les uns les autres s'en sont pas suffisamment emparés, c'est que ça permettait de remettre les organisations professionnelles et notamment les corps intermédiaires au cœur du débat, quoi. Donc on voit dans un certain nombre de départements, un certain nombre d'endroits où les organisations professionnelles syndicalistes, comme c'est le cas dans le Cantal, à certains endroits, a pris le sujet, on voit quelques résultats. À côté de ça, il y en a beaucoup qui préfèrent dénoncer ou critiquer et surtout pas mettre les mains dans le cambouis parce que c'est quand même pas aussi simple que ça. Donc moi j'y voyais aussi cette vertu-là. Et si je fais pas partie de ceux qui ont assassiné la loi Egalim, c'est parce que justement il y avait ce volet avec les corps intermédiaires et je trouvais que c'était quelque chose d'important. Mais on en connaissait les limites parce que malheureusement le business ou l'économie prime sur l'aménagement du territoire et sur la réalité des éleveurs. Sauf que il n'y aura plus beaucoup demain d'éleveurs de viande bovine sur le territoire. Et là, ça va changer. Parce que lorsque vous vous adresserez à des multinationales qui font de l'importation et elles ne seront pas plus nombreuses que les centrales d'achat demain, peut-être que ça va changer le rapport, quoi. Donc attention, parce qu'à jouer avec le feu, les uns les autres vont se brûler. Michel, voilà, les distributeurs ils sont au cœur quand même d'Egalim. Donc toi, ta vision qui sera peut-être pas la même, mais voilà, réussite, échec. Déjà, quand on fait des lois, c'est en général que c'est que derrière il y a un manque de volonté des uns et des autres. Donc on est obligé de légiférer, et ça déjà je trouve ça dommage à la base. On est tous adultes, il y a une chaîne alimentaire, elle démarre chez l'éleveur, il y a le transformateur et il y a le distributeur, et surtout, on l'oublie souvent, il y a le consommateur. Et normalement, dans un monde normal, ou aujourd'hui peut-être idyllique, ça devrait bien se passer. Sauf que il n'y a pas de volonté des uns des autres, tout le monde veut plus, et donc il faut légiférer. Alors Egalim, l'idée d'Egalim, je la trouve top. À la base, j'ai bossé avec, on était dessus, on a vraiment mené des travaux. L'idée d'Egalim, top. L'esprit d'Egalim, rien à dire, top. Le problème, c'est que quand on a lancé Egalim, il y a des lobbies dans ce pays qui font tout pour que ça ne marche pas, la loi. Et donc, ils essayent, avant de réfléchir comment on peut l'appliquer, réfléchissent comment on peut contourner la loi. Et donc, aujourd'hui, on est à Egalim 4. Bientôt, on va parler d'Egalim 4. Je pense que Annie Genevard, elle va pas mettre longtemps à parler d'Egalim 4. Mais je vous le dis, aujourd'hui, on sera à Egalim 25. Dans 3 sommets de l'élevage, on parlera d'Egalim 8, et après 10, et après... Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marche pas? Et ça, il n'y a personne qui veut m'écouter, personne qui veut l'entendre. Aujourd'hui, il y a une loi de modernisation de l'économie qui est toute puissante et qui tue Egalim. Elle ne peut pas vivre Egalim parce qu'il y a LME qui gère 75% de l'agroalimentaire en France, qui est toute puissante, qui date de 2008, qui écrase Egalim. Donc on peut faire Egalim 25 tant que personne n'aura la volonté et, pardon, les coronesses pour dire il faut abroger la loi de modernisation de l'économie. Ça, oui, mais avec quel résultat? Sans soutien. Et donc il faut y aller, quoi. On ne peut plus, Egalim dit quoi? Il faut faire une contractualisation en marche avant. C'est le bon
sens du commerce. C'est la logique même du commerce. On part d'un coût de production de chez l'éleveur, on continue avec un coût de transformation, un coût logistique, un coût de packaging, de tout ce que vous voulez, un coût de distribution et le prix de vente consommateur. La loi de modernisation de l'économie, c'est tout l'inverse. On fait une déflation d'un tarif qui sort du chapeau de perlimpinpin et on arrive à un prix d'achat où personne n'a parlé d'un coût de production et surtout pas d'un éleveur. Donc ça ne peut pas fonctionner. Bruno? Moi je vais rebondir, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit, je partage pas mal de choses d'ailleurs, notamment sur ce que vient de dire Michel Biérot. Mais la question c'est, tu nous poses la question mythe ou réalité. En fait il faut partir du constat que c'est une nécessité. Il y avait une nécessité de toute façon. Donc le sujet il n'est même pas de savoir, quand je vois qu'aujourd'hui certains continuent de critiquer Egalim, on a perdu 1 million de vaches en France depuis 2016. On perd des éleveurs tous les jours, on perd de la production. Aujourd'hui, on commence à avoir des distributeurs au sens large de la distribution qui se plaignent de ne plus avoir de marchandises. Mais attendez, c'est juste le résultat d'une incapacité. On a des interpros, hein. On a normalement des interpros, on a des lieux où les acteurs devraient être à même justement d'anticiper ces situations-là, à même de sortir un peu de leur posture et de se dire, bon, là, effectivement, on va droit dans le mur et on tape très fort dans le mur, on va à la catastrophe. Ben non, on voit que ça ne marche pas dans ces structures-là. On voit que chacun reste sur ses postures, on est sur des jeux de postures, il se passe rien. Donc oui, il a fallu légiférer et donc oui, c'était une vraie nécessité cette loi Egalim. Et en plus, le bon sens qu'évoque Michel Biérot, le bon sens, ce qu'a dit Jean-Baptiste, ce qu'a dit Pascal, c'est cette fabrication du prix en marche avant. Il n'y a qu'un seul secteur où ça ne se passe pas. Il dit, allez n'importe où acheter, construisez une maison, allez voir le maçon, vous allez voir si c'est vous qui allez définir le prix de l'intervention et le prix du coût du ciment. Parce qu'on aura défini, moi je vais dire ma maison elle vaut 100 000 et tu te démerdes, et ben si ça ramène le ciment au lieu d'être à 120 ou 130 euros le mètre cube, ça sera plus que 70 euros, vous allez voir que très vite ça va plus fonctionner. Et le schéma qu'on a sur nos filières, c'est malheureusement celui-là. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, 1 million de vaches en moins, la moitié des éleveurs à renouveler dans les 10 prochaines années, il y avait une nécessité à poser le sujet d'Egalim. Si demain on veut continuer à avoir de la production, si demain on veut continuer à avoir de l'élevage sur nos territoires, si demain on veut avoir un massif central encore vivant, ça c'était une vraie nécessité. Alors tout le monde se renvoie un petit peu la balle. Michel, tu as parlé des lobbies. À un moment donné, où ça bloque, qui bloque ? Qui bloque, mais c'est cette incapacité à sortir des postures. Donc, je vais vous donner deux exemples que j'ai connus à titre personnel sur Egalim. Un avec Michel Biérot, un avec le groupe Bigard. Incapacité, quand on est en interpro, d'avancer sur ces sujets-là. À l'époque d'Egalim, on travaille sur la nécessité, dans cette logique de mise en avant, on travaille avec Lidl et Michel Biérot sur la nécessité de montrer l'engagement du distributeur auprès du consommateur au travers d'un rémunérascore. On parlait beaucoup de scores, hein, il y a plein de scores sur les valeurs nutritionnelles, on a parlé longtemps d'un score sur l'impact environnemental et jamais sur finalement le retour de valeur à l'éleveur qui était l'ambition justement de cette loi Egalim. On a travaillé sur un rémunérascore avec Lidl et vous avez des barquettes chez Lidl qui sont justement estampillées avec ce rémunérascore. Par contre, ça s'est arrêté à notre intention. Ça n'a jamais été repris, ça c'est jamais allé plus loin. Et deuxième exemple, il est très récent. Moi, je suis éleveur dans le Cantal, dans le département du Cantal. On a bâti une filière contractualisée avec des contrats Egalim, Couprod, avec le plus gros groupe industriel français, avec le groupe Bigard, pour valoriser de la génisse de boucherie, pour un réseau de distribution spécifique à cette boutique-là, et pour remettre de l'engraissement dans nos territoires. Et ça remet de l'engraissement dans nos territoires. On relance une production de génisse de boucherie. Donc ça, c'est des exemples concrets, mais des exemples concrets qui tiennent à l'engagement d'acteurs, à du relationnel, mais qui malheureusement n'arrivent jamais à percoler et à faire en sorte qu'il y ait une vraie ambition collective. Pascal, alors, je ne sais pas s'il faut rechercher les fautes à qui, mais c'est un ensemble de choses. Parfois, l'éleveur lui-même qui se plaint de son statut, mais qui se dit, ben là, si je peux prendre un peu d'argent au moment, eh bien, qu'est-ce que je vais aller contractualiser à la période où ça va pas. Et donc, ça fait partie aussi des choses. Ensuite, la création d'oligopoles de transformation, ça pèse, parce qu'on parle beaucoup de la distribution, qui a certes un certain nombre de raisons aussi à vouloir être toujours à défendre le prix le plus bas aux consommateurs. On a quand même des spécialistes du sujet. Mais à quel prix ?
pour importer toujours plus de produits, pour aller vers des qualités qui peuvent aller de plus en plus bas. C'est aussi ça où il faut se poser la question. Et en face, on le voit bien avec Lactalis en ce moment, y compris ces grands pôles peuvent complètement déstructurer un certain nombre de filières. Donc voilà, il faut retrouver un équilibre entre tous. Mais je pense que très rapidement, sur la viande bovine, il n'y aura plus de naisseurs. Donc la viande bovine allaitante, pour trouver des producteurs demain, il n'y aura pas. Donc il faut que l'ensemble de la filière, au-delà des Galim, se pose la question de savoir comment on garde ces éleveurs. Et le dernier point, c'est que on met trop de temps pour sanctionner. Une des grosses difficultés des Galim, c'est que ça fait longtemps que Bruno Le Maire aurait dû sanctionner très très fortement celles et ceux qui ne respectaient pas les contrats. Et le problème, c'est que ce sont les mêmes qui financent les campagnes électorales, ce sont les mêmes avec qui on fait à toi, à moi, et donc forcément derrière, quand ils parlent de sanctions, c'est plus facile de taper sur les paysans, sur la PAC, de ne pas leur verser la PAC, de les laisser choir, que de prendre 2 ou 3 mauvais élèves et de les sanctionner et d'en faire des exemples. Pour rebondir sur ce que dit Pascal, c'est vrai que ça prend beaucoup trop de temps. Il y a des procédures en cours, mais c'est beaucoup trop long. Et effectivement, la Haute Autorité à la concurrence, elle va plus facilement taper sur des ententes entre agriculteurs que sur la grande distrib ou sur des gros industriels ou des multinationales. Donc ça, c'est un vrai souci. Mais par rapport à ce que dit Bruno, il a tout à fait raison, c'est qu'au niveau national, on a souvent des postures qui sont en plus souvent pas les mêmes quand on redescend sur le terrain, et sur le terrain, c'est les mêmes gens qui ont des postures au niveau national arrivent à utiliser cette loi Egalim et arrivent à contractualiser, à faire du tripartite, à faire de la contractualisation sur du long terme, mais c'est les premiers à s'opposer à toute évolution au niveau national. Sur la LME, la loi de modernisation de l'économie dont parlait Michel, moi je l'ai fait supprimer en commission des affaires économiques à l'époque. Je me suis pris une volée de bois vert par Bercy en premier lieu, c'est-à-dire le ministère des Finances pour commencer, Bruno Le Maire à l'époque pour ne pas le citer, mais aussi j'ai pas eu de soutien beaucoup de la part de la profession. Michel m'a soutenu, le président de l'ANIA m'a soutenu, mais globalement personne ne voulait aller dans ce sens-là. Et effectivement, ces deux trucs, ces deux lois, elles sont totalement contradictoires l'une avec l'autre. Tant qu'elles se juxtaposeront, c'est ridicule de penser qu'on ira au bout. Alors vous êtes chaud sur le sujet, on va prendre le temps. On prend le temps, Pascal. Même plus largement, parce qu'il y a la LME, mais il y a aussi l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, c'est une union de grands commerçants. Et le droit de la concurrence prime sur tout le reste. Et donc, forcément, lorsque on va signer des accords de libre-échange et que de l'autre côté, l'autorité de la concurrence laisse à peu près, fait de la concurrence le principe ou l'érige en principe, forcément des territoires comme les nôtres, des territoires où on produit une viande de qualité et autres, où on a besoin véritablement d'une protection peut-être un peu plus forte qu'ailleurs, parce que c'est pas la seule économie on peut pas être en compétition avec du minerai classique de viande, eh bien forcément on en fait les frais. Donc je pense qu'il faut revoir aussi le droit européen en matière de concurrence et la LME bien entendu. Par contre je voudrais quand même revenir sur un petit point là que tu as évoqué, parce que l'accusation elle est assez lourde de dire on sanctionne moins parce que bon il y a du financement de campagne électorale, c'est assez lourd quand même. Oui, non mais il faut être clair, je veux dire aujourd'hui c'est vrai dans les télécommunications, c'est vrai dans un certain nombre de sujets. On voit bien que sous le gouvernement de M. Macron, il y en a eu que pour les copains, que les premiers de cordée, ce sont ceux qui ont mis du pognon sur la table. Voilà, non mais il faut dire les choses. Et les petites gens, on les a toujours laissés de côté. Et les producteurs, finalement, ils sont pas si nombreux. On va les cajoler un peu au salon de l'agriculture, on va les cajoler au sommet de l'élevage, et puis le reste du temps, on les laisse choir. Alors Bruno, tu gardes le micro parce que tu l'as dans la main. Ok. Après, Jean-Baptiste, tu pourras répondre parce que il y a des accusations. Je t'ai vu bouillir. Donc vas-y. Non, mais moi je vais revenir sur le sujet qu'a évoqué Pascal. Alors, deux choses, il connaît mieux que moi les gens qui financent les campagnes électorales, et donc ça, du coup, moi j'apprends quand je fais des émissions comme ça. Mais du coup, non, mais dire qu'il y a effectivement un sujet il y a des paradoxes, et il y a quelques incohérences politiques qui nous ont pas aidés sur ce sujet-là. Tu l'as dit, on vote une loi, on met en application une loi, par contre il n'y a pas de contrôle derrière. Donc, et quand on connaît, et pas de sanctions, il y a des sanctions définies dans la loi qui ne sont même pas appliquées. Peu de contrôle et pas de sanctions. Quand
quand on est éleveur, même en étant organisé du mieux possible, de toute façon, on ne pèse pas. On n'arrivera pas à peser face à ça. Si l'État ne va pas au bout de sa mission, ça ne peut pas fonctionner. Donc là-dessus, Pascal a complètement raison. On n'a pas. Il suffirait aussi, avant de parler de 2, 3, 4, 5, comme le disait Michel, je partage, peut-être un jour on sera à 25, commençons déjà, avant d'imaginer Egalim 4, mettons en application de façon très sérieuse, avec des contrôles, avec des sanctions, les trois premières lois qui ont été votées. Et ensuite, je voudrais revenir aussi sur d'autres incohérences. Ensuite, dès qu'on parle de crise économique, premier sujet qu'évoque le même ministre de l'économie, Bruno Le Maire, le pouvoir d'achat. Et quand il parle de pouvoir d'achat, il ne parle que de l'alimentaire. C'est-à-dire que derrière, on nous explique qu'il faut mettre une loi Egalim. Si demain on veut continuer à avoir une production agricole pour nourrir la France en France. Et par contre, dès qu'on parle du sujet pouvoir d'achat, on se focalise essentiellement dans la communication, essentiellement sur l'alimentaire. Mais là aussi, il y a quelque chose de paradoxal. Et dans le même temps, vous expliquez que l'alimentaire, c'est plus que 16% du budget d'un ménage. Là aussi, c'est une incohérence politique. Donc là, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'on a empilé des choses. Mais par contre, on n'y a pas mis de cohérence. Alors, prête ton micro parce que je laisserai réagir quand même, parce que les petits copains, Macron, tout ça. Je vous rassure, ma campagne n'a jamais été financée par Michel-Édouard Leclerc, ça risque pas vu nos relations. Mais plus sérieusement, le problème, c'est pas tant. J'ai assumé, moi, clairement, que la loi Egalim pouvait être une loi qui allait déclencher un peu d'inflation. C'est-à-dire que, mais le problème, c'est ça. Le problème de Bercy, c'est pas tant de préserver tel ou tel industriel ou les trésors de guerre de tel ou tel. C'est sa trouille absolue, c'est que le prix augmente aux consommateurs, et c'est ce qu'a dit Bruno. On ne parle que de l'alimentaire, c'est de dire, c'est d'expliquer au consommateur qu'il va devoir payer le juste prix pour avoir des produits de qualité qui correspondent à sa demande sociétale. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à faire, et c'est que les politiques n'ont pas le courage de faire et d'assumer ça. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. C'est qu'on n'a pas le courage d'assumer, de dire, oui, si vous avez un certain nombre d'exigences, c'est bien, on le fera, l'agriculture, l'élevage va s'adapter, mais ça a un coût. Et c'est pas... Alors, il peut y avoir une meilleure répartition des marges, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, le coût de l'alimentation est passé de 30% à 16%, comme l'a dit dans le budget des ménages. Sans remonter à 30%, c'est illusoire, ça n'arrivera jamais. Mais s'il prend 1 ou 2%, je suis désolé, mais moi, ça me choque pas. Alors, pour rebondir sur les prix, parce que c'est important, et je suis peut-être mal placé pour parler de ça, parce que notre ADN chez Lidl, c'est le prix. C'est le meilleur prix, je veux avoir le meilleur prix. Par contre, on pourrait mettre dans la loi Egalim 4 ou la 5, on verra, mais en fonction de l'avancée, une fois qu'on aura abrogé LME, vous l'avez compris, pourquoi on ne mettrait pas en place un prix minimum de vente ? Ça fait 6 ans que je me bats. Pourquoi tous mes concurrents vendent du lait premier prix ? Il n'y a pas de vache premier prix dans un élevage français. Ça n'existe pas. Toutes les vaches sont pareilles. Donc pourquoi on continue à vendre du lait premier prix ? Je me suis engagé sur Terre de Gym devant le président de la République à dire, moi je suis prêt à vendre du lait à 1 € le litre. Mais à un moment donné, je m'appelle Lidl, je ne m'appelle pas Monop. Si tous mes petits copains y vendent 95 ou même 89, je ne peux pas être le seul à vendre 1. Mais je suis prêt à y aller à 1 € parce que je suis persuadé qu'un litre de lait à 1 €, on en vendra, si tout le monde vend 1 €, on n'en vendra pas 1 litre de moins. D'accord ? Mais encore une fois, il faut de la volonté. Ou alors, il faut l'inscrire dans la loi et on met un prix minimum de vente. En dessous d'1 €, on ne peut pas vendre du lait. En dessous de 3 € le kilo de porc, on ne peut pas vendre. Voir du cochon à 1,99 € en janvier, je suis désolé, quand le cours à sortie ferme, il est de 2,03 € ou 2,04 € au cadran, on ne peut pas vendre un kilo de porc à 1,99 €. C'est réaliste le prix minimum avant que tout le monde se mette d'accord sur le prix minimum ? Pourquoi on nous interdit bien de vendre à perte, on nous interdit de faire de plus de 34% des remises. Mais là, si on contrôle derrière, comment on fait pour vendre du cochon à ce prix-là, à cette période, au prix du cadran ? En dessous du prix du cadran. Si on fait appliquer la règle de vente à perte. Exactement. Eh bien, voilà, le problème, c'est que plutôt que de mettre des contrôleurs sur les fermes d'exploitation agricole, qui, elles, ont déjà tout montré, qui sont vérifiés par satellite, on ferait mieux de les mettre à contrôler ce genre de choses. Ou les contrats tripartites dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, j'en ai que 20%. Ma viande bovine, 20%. 20% sur le porc, sur le lait. J'aimerais aller plus loin, mais à un moment donné, ça bloque parce qu'on me dit « Ah, c'est trop compliqué, c'est pas possible ».
inscrivons-le dans la loi. On oblige tous les acteurs à rentrer dans des contrats tripartites. Et un contrat tripartite, c'est quoi? C'est un contrat de confiance et de transparence. Surtout de transparence. Aujourd'hui, c'est ce qui manque dans ce pays. C'est tout le monde est dans l'opacité la plus totale. Et celui qui trinque, c'est le paysan. Parce que là, tu vas voir, alors je prends Lactalis, parce que Lactalis a quand même une image d'opacité. Aujourd'hui, la transparence, ça paraît très loin. Je sais pas comment c'est très relations avec. Ça, mais... Je te confirme que la transparence en France, on ne connaît pas trop comme. On ne connaît pas trop pour l'instant. Non, je voudrais juste revenir sur ce que je viens d'entendre, le prix minimum de Michel Biérot. J'ai toujours défendu un prix minimum. Sauf que quand moi, éleveur, je portais l'idée d'un prix minimum, c'est là que la politique politicienne se met en route et qu'on sort justement de l'enjeu et tout de suite, tu es taxé de communisme, de protectionnisme, d'ultra-protectionniste. Oui, c'est pas grave, sauf que c'est justement l'élément qui fait que justement on jette l'idée, on ne travaille plus sur l'idée. Oui, il y a des règles de commerce mondial, mais Michel le dit, on se fixe quand même des règles sur la vente à perte. Et là-dessus, clairement, c'est des sujets. Sauf qu'à un moment, si l'enjeu prime sur la posture, y compris en politique, ce sujet du prix minimum, ce sujet de la protection, il est hyper important. Et ça dérange personne. Ici, on peut tous les demander, tous les visiteurs qui sont là aujourd'hui, ça dérange personne de payer un litre de soda très connu, 3 balles le litre. Ça dérange personne pour enrichir des Américains. Par contre, ça emmerderait les gens de payer 1 euro un litre de lait où tous les jours il y a un éleveur qui se lève et qui meurt. C'est juste pas possible, quoi. Non, mais là, faisons la démonstration. Au-delà du terme prix minimum qui fait toujours des débats pas possibles. Faisons la démonstration que la question de la vente à perte, elle est impossible et que c'est une réalité dans notre pays. Et à ce moment-là, on va vite voir, parce que la transparence, elle est facile à faire. Sauf que, combien il y a de contrôle ? Quel est le volume commercialisé? Combien on a d'opérateurs dans le pays, sur la question de la viande par exemple, et combien on a de contrôleurs? Vous allez être surpris, on le voit sur les résidus de pesticides par exemple, les contrôles qu'il y a, les contrôles des GCCRF, si mes souvenirs sont bons, je crois que cette année c'était 1700. Ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux dire, on les a même pas sur les ventes à perte, ces contrôles-là. Donc qu'est-ce que vous voulez? Alors Bruno, très court, parce qu'il y a Jean-Baptiste qui veut parler tout à l'heure. La parole, mais pas de souci. Enfin, je vais lui laisser la parole, je ne lui donne pas, c'est pas moi qui gère. Non, mais ce que je veux dire sur ce sujet-là, de toute façon, on est aujourd'hui à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins en France, il faut qu'on choisisse. Est-ce qu'on choisit une agriculture qui génère des actifs, qui génère des activités sur les territoires, et donc qui tend sur des systèmes un peu plus durables que ce qu'on peut imaginer? Ou alors on fait le choix de la compétitivité, mais quand on parle de compétitivité, dans ces cas-là, on va sur le marché mondial. Et on explose complètement le modèle de production. Donc ça, c'est un choix politique à faire, et ce choix, il intègre des décisions de protection de ce modèle-là, si on fait le choix de la durabilité, ou alors on libéralise totalement le système, et on laisse faire ce qui se passe, et on laisse aller un peu le système, peu importe de savoir si demain, je ne sais pas combien Pascal a de choses à faire, moi j'en ai 60, et peu importe si demain l'entité qui gérera ma surface aura 1000, 2000 vaches. Mais ça, c'est des orientations. Là aussi, c'est de la cohérence. Quand on lance Egalim, quand on lance la philosophie d'Egalim, derrière, normalement, il y a ce sujet qui doit aussi... Il y a ce sujet d'accompagnement, il y a ce sujet de protection du modèle. Et voilà. Et là, je ne fais pas de politique politicienne. C'est pas un sujet. Et là, c'est pas un sujet de droite, de gauche. Il faut qu'on arrête avec ça. Pour le coup, c'est un sujet de bon sens, c'est un sujet d'enjeu. Là, pour le coup, c'est un enjeu qui est très fort pour la France. Jean-Baptiste, prends le micro. J'ai pas d'opposition idéologique ni d'un côté ni de l'autre au prix minimum, mais ce qu'il faut voir, c'est que ce qui s'est passé avec Lactalis récemment est assez instructif. C'est-à-dire que l'association d'organisation de producteurs a réussi à négocier avec eux un prix correct qui rémunère correctement les producteurs. Et le problème, c'est qu'est-ce qu'a fait Lactalis? Ils ont dit, puisque c'est ça, on arrête de collecter, et puis on va aller en chercher en Irlande, ou on va aller en chercher en Italie, ou on va aller en chercher en Espagne, pour remplacer le lait qu'on ne prendra pas chez nos producteurs. Donc il faut assortir, si on met ce type de structure, ce type de mécanisme en place, il faut l'assortir d'un certain nombre de conditions, où il faut surtout bien faire attention, parce que dans des territoires comme le nôtre, on parle tout le temps de viande, mais on peut parler un peu de lait, le lait coûte plus cher à ramasser, parce que les élevages sont de plus en plus loin les uns des autres, et vous allez avoir des zones entières qui vont être totalement abandonnées par les industriels, et ils vont aller les chercher en Bretagne où les élevages sont les uns sur les autres. Comment on répond à cette crainte de décapitalisation? Tout à l'heure, il se trouve qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de majorité. Il se trouve que c'est très compliqué. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être faire une pause législative et passer du temps
à appliquer les règlements qui existent. Et moi, si j'ai un message à un Nigenvar, c'est de lui dire, écoute, loi d'orientation, bien sûr, il faut travailler, laisse le temps de travailler avec les parlementaires les uns les autres. Par contre, fais appliquer tous les règlements, les ventes à perte, les ci, les là, tu supprimes toutes ces normes qui servent à rien, le réglementaire, ce sur quoi elle a une action, sans avoir passé systématiquement au Parlement. Et si déjà on fait ça, eh bien, on va vite retrouver du revenu sur les exploitations et on va vite retrouver de la compétitivité. Juste revenir sur une chose. Moi, j'ai été lobbyiste quand j'allais défendre l'intérêt des éleveurs bovins viande en France, j'allais à l'Assemblée, j'étais lobbyiste. Et j'ai trouvé du bon sens aussi bien à droite qu'à gauche. Et des volontés en plus, parce que là, des fois, il y a des jeux d'acteurs, il y a trop de jeux d'acteurs en politique. Par contre, il y a du bon sens chez l'individu. Et ceux qui ont du bon sens, ceux qui ont l'intelligence de l'enjeu, arrivent à se parler, arrivent à travailler ensemble. Donc je pense que là, effectivement, c'est peut-être le message à donner dans le contexte politique d'aujourd'hui. Je voudrais rebondir sur les propos de Jean-Baptiste sur justement Lactalis et le sujet Lactalis du moment. Lactalis, si on regarde, Lactalis, c'est une entreprise qui a grossi grâce à la production de lait en France et qui a su monter un empire du lait et qui a fait le choix d'aller justement sur le marché mondial. Alors aujourd'hui, est-ce qu'ils sont pris à leur propre jeu? Est-ce que ça fait partie de la stratégie? J'ai un avis personnel, mais bon, du groupe. Aujourd'hui, on se dit, bon, maintenant, je vais aller sur le plus efficace économiquement pour mon entreprise. Et c'est pas en France. Donc on va laisser tomber la production française. Par contre, on va continuer à faire tourner l'entreprise avec du lait venant de partout parce qu'on a su investir grâce aux efforts des producteurs de lait français, on a su monter notre empire pour aller investir partout. Là, ça doit interpeller. Ça doit nous interpeller justement sur ce qu'on veut demain comme modèle agricole, comment on intègre cette réflexion-là dans les enjeux. Et là aussi, je suis têtu, mais je redirais, je ne vois pas d'autre système qu'un système de protection justement de l'agriculture française. Je ne vois pas d'autre système. Et Jean-Baptiste a raison, le débat, il n'est pas toujours très clair, y compris dans le syndicalisme, et y compris même dans le syndicat où j'étais, où des fois, ça faisait débat de parler justement de prix minimum et de protection. Encore au salon de l'agriculture, ce débat a eu lieu. Parce que quand même, il y a des différences entre les filières agricoles. Il y en a qui ont quand même mieux géré Egalim que d'autres. Mais il y a aussi des demandes différentes suivant les... Non, je suis pas sûr ça. Enfin, tout ont géré comme elles ont pu, mais c'est surtout qu'il y a des demandes contradictoires entre les filières agricoles. Il y a des filières agricoles qui marchent très bien comme les fruits et légumes, qui veulent surtout pas entendre parler d'interdiction de vente à perte parce que elles veulent déstocker à des moments. Et c'est des filières aujourd'hui qui fonctionnent aussi grâce à la promo et sur SRP plus 10 et l'interdiction de vente à perte, on s'est heurté à un certain nombre de professionnels agricoles qui nous ont dit il ne faut pas que dans notre filière ça s'applique parce que nous, ça va nous défavoriser par rapport au travail qu'on fait. Bruno. Mais en plus, Jean-Baptiste a raison là-dessus. Il y a des différences de production à l'autre. On a des productions qui sont très exportatrices dans le végétal. On a des productions très exportatrices. Donc il y a un enjeu à plutôt parler de marché mondial mais ça peut se régler. Ça peut être à la carte. On peut. Par contre, moi, ce que je me rends souvent compte d'une problématique, c'est que quand un secteur demande de la protection, un secteur qui n'en a pas besoin préfère empêcher la protection du premier plutôt que et ça, du coup, ça génère aussi là au sein même de la profession pour le coup. Là, c'est pas sur sujet politique, mais on pourrait très bien imaginer une protection demain de la production de viande et de l'élevage en France et une libéralisation du marché du végétal. Mais c'est-à-dire, si c'est l'orientation de chaque filière, rien ne rend les choses impossibles là-dessus. Michel, tu l'entends, on a quand même pas mal évoqué la crainte de décapitalisation finalement qui est déjà enclenchée. Ah bah elle est en route, ouais. Voilà, très bien en marche. Comment on y répond? Parce qu'à un moment donné, toi aussi, où est-ce que tu vas aller te fournir? Comment tu vas répondre par rapport à tes concurrents? Ah, effectivement, je pense qu'on va arriver à un moment donné où on aura du mal à trouver de la marchandise. Et je le dis souvent, le défi de demain, quand on est distributeur et qu'on a on a 1600 magasins, c'est pas forcément le prix, c'est le volume, c'est trouver la marchandise. Et dans la viande, je pense qu'on est en plein dedans. Donc, et surtout que je veux pas, aujourd'hui on a 100% de viande bovine ou porcine française. Dans la volaille, c'est déjà le cas. Hein, on n'y arrive plus à avoir 100% de volaille française, on est à 80%. Il faudrait pas que ça arrive dans la viande bovine. Et pour ça, encore une fois, il faut juste... Et ils le savent, les éleveurs. Bien sûr qu'il y a une déconsommation. Et bien sûr que c'est peut-être mieux de manger un petit peu moins de viande bovine, mais d'en manger de la meilleure. J'ai pas de problème avec ça. Mais il faut continuer à consommer de la viande bovine française. Et pour ça, il faut défendre la souveraineté alimentaire française. Et encore une fois, moi, j'ai pas de problème. Aujourd'hui, on vend des tripartites à 10, 12 euros l'entrecôte, la pièce. Hein, on est au-dessus de 30 euros du kilo. Ça se vend. Alors oui,
oui, il y en a d'autres, il y a une frange de la population qui va plutôt sur du haché parce qu'ils n'ont plus les moyens, mais ça se vend, il faut continuer. Et donc il faut mettre dans la loi les contrats tripartites. Pascal, le mot de la fin, puis après on va terminer sur un ton plus léger avec un petit quiz. Le mot de la fin sur Egalim. Moi, sur le sujet, c'est qu'on consomme plus local et plus français. Parce qu'il faut vraiment qu'on réexplique que sur la viande bovine notamment, et sur les viandes rouges notamment, il y a 2 types de viande. Il y a celles qui sont bénéfiques pour l'ensemble de notre environnement et donc il faut continuer à consommer, et celles qui posent un certain nombre de problèmes de gaz à effet de serre et d'impacts environnementaux forts. Soit parce qu'elles sont importées, la France, elle est très vertueuse en matière de gaz à effet de serre, sauf qu'elle fait x2 à cause de ses importations de manière globale. Et on va continuer à importer, à rien produire chez nous, mais c'est vrai dans l'industrie comme dans l'agriculture. Et donc il faut vraiment qu'on refasse la différence. Moi je suis pour qu'on arrive, notamment dans le Massif central, à créer un label HVN qui soit haute valeur naturelle, qui puisse certifier la différence entre de l'élevage qui a été fait à l'air, qualifié localement, et qui soit propre sur le plan environnemental, qui nous permet de garder des prairies, de stocker du carbone, d'avoir aussi un impact sur l'eau, sur le bien-être animal, sur tout le monde. Donc c'est vraiment cette différence qu'il faut faire, et j'en veux beaucoup aux Hugo Clément et autres consorts qui font de la presse populiste et qui aujourd'hui induisent en erreur l'ensemble de nos concitoyens. Eh bien merci, en tout cas le débat il a été intense, il a été riche. Pour conclure cet apéro, parce qu'on se détend, on est, même si c'était enflammé, merci à tous en tout cas d'avoir les verres sont vides. Alors vous voyez, vous êtes plus chaud que d'autres, hein, parce que vous êtes les premiers à vider les verres avant la fin du débat. Je vous le dis. Elle est bonne la bière du Cantal. Voilà, vous êtes les premiers. Allez, alors pour conclure l'émission, je vous propose, on va tester un petit peu votre culture agricole. Alors, on va poser cette question-là à Michel Biraud et Pascal Coste. Si je visite l'usine Valtra, comment dire vos tracteurs sont magnifiques? Nimi Ovit Qniti Trictoretti. Le problème, c'est que je ne parle ni finlandais ni suédois. Valtra est une combinaison, je crois, entre la Finlande et la Suède, mais alors c'est pas Mamma Mia, ça c'est de l'italien. En haut à droite, ça doit être du polonais, donc je sais pas, je dirais en haut à gauche, Nimi Ovit Qniti. Alors moi je dirais, je préfère Massey Ferguson fait à Beauvais, mais bon, voilà. C'est la meilleure réponse. Les jeunes dire, en tout cas, on notera que le vice-président de Lidl France connaît très bien les tracteurs, leur origine. Le beau-père il est en New Holland, donc mais il hésitait avec Valtra, parce que Valtra c'est une marque de tracteur. C'est un peu la marque Lidl du tracteur, quoi. Et voilà, c'est la marque Lidl du tracteur. Je note, bien casé, bravo. Alors, et votre question à vous, Bruno et Jean-Baptiste, la question suivante. Pour sécuriser l'aéroport de Schiphol à Amsterdam, l'aéroport utilise des cochons, une tonne à lisier, des épouvantails avec la tête de Greta Thunberg ou un champ de tournesol. Moi je dis que la troisième réponse c'est la plus efficace, mais je pense pas que ce soit ça. Et je sais pas. Ouais, des cochons, peut-être bien, non. Ah non, mais là il y en a qui trichent, ils sont aidés par le public. Il est peut-être pas bon, hein. Bruno? Je vais dire, puisque j'ai vu je vais suivre les conseils du public, je vais dire des cochons, mais je ne sais pas pourquoi. Alors la réponse était effectivement des cochons, parce qu'en fait il y a des restes de betteraves et en fait les oiseaux venaient les manger en mettant les cochons. Ils ont éliminé les problèmes d'oiseaux dans les réacteurs au décalage. Voilà. Et voilà pourquoi il y a des cochons, ils ont testé des cochons et c'était assez efficace. Donc il y a des cochons autour de l'aéroport. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir joué le jeu de cet apéro. Merci pour ce débat enflammé. On se retrouve demain pour un nouveau apéro de l'élevage. Il y aura encore Jean-Baptiste Moreau qui sera avec vous. Vous pouvez revenir, venir nous voir, il n'y a pas de problème. Il y aura aussi Patrice Cougoureux, agriculteur et coach de l'émission Aidons nos fermes, Sébastien Cluzel, éleveur de charolais dans le Puy-de-Dôme, et Alexandre Royer, conférencier The Shift Project. Merci beaucoup et à demain.